L'autre grand thème du jour était à Bruxelles, un mini-sommet de crise sur l'asile et la migration, une réunion informelle de 16 pays convoqués dans l'urgence avec un double objectif. D'abord, tenter de sauver le grand sommet européen de la semaine prochaine, sommet très compromis tant les 28 sont divisés sur la question de l'immigration. Ensuite, il s'agit aussi de sauver le soldat Merkel, la chancelière, mise en difficulté par l'aile droite de son parti conservateur. La CSU bavaroise veut fermer les frontières allemandes et menace de faire éclater la coalition à Berlin. Les résultats de ce sommet avec David Arnold. Mission quasi impossible pour le président de la Commission européenne qui tente de concilier tout le monde. D'un côté, le front Paris-Madrid-Berlin propose notamment la mise en place de centres fermés où serait examinée la situation de chaque migrant pour ensuite mieux les répartir. De l'autre, le groupe de Visegrad, 4 pays de l'Est farouchement opposés à l'accueil des réfugiés. Absents du sommet, ils ont trouvé des alliés aux ailes droites des gouvernements italiens, autrichiens et allemands. D'emblée, Emmanuel Macron a donné le ton en répondant au ministre italien de l'Intérieur qu'il accusait d'arrogance. Sur ce sujet, cette coopération requiert la responsabilité de chacun et l'esprit de solidarité pour partager évidemment la charge et la pression que certains connaissent. Sur ce sujet, la France n'a d'ailleurs de leçons à recevoir de personne. Nous sommes le 2e pays d'accueil des demandeurs d'asile cette année. Et pendant que les gouvernements européens se refilent la patate chaude, des migrants continuent de se noyer. 5 sont morts hier au large de la Libye. Quant à ceux sauvés par le Lifeline, ils viennent de recevoir des vivres et des médicaments. Mais ces 230 migrants attendent toujours de savoir dans quel port ils pourront accoster. L'Italie et Malte ayant dit non. L'Italie qui refuse également d'accueillir tous les centres fermés. Angela Merkel a peut-être une idée. Nous savons déjà que lors du Conseil européen la semaine prochaine, nous ne trouverons pas de solution globale pour la question migratoire. C'est pour cette raison qu'il sera question aujourd'hui d'accords bilatéraux qui fourniront des solutions aux pays concernés sans devoir attendre à chaque fois l'accord des 28. Une proposition risquée car faute de solution européenne, certains gouvernements pourraient bien rétablir les frontières nationales avec en filigrane la fin de l'espace Schengen et donc de l'UE. Et avec nous pour mieux comprendre ce qui se joue, Yves Pascouot, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Université de Nantes et spécialiste de ces questions de migration. Alors on l'a vu, la seule proposition concrète sur la table à Bruxelles aujourd'hui, c'était celle de la France. C'était la proposition de Macron de créer des centres fermés sur le sol européen. Est-ce que c'est une solution selon vous ? Ouais, au-delà de la sémantique qui n'est pas forcément très heureuse, c'est en tout état de cause une solution possible puisqu'elle est défendue et soutenue par la France, l'Allemagne et l'Espagne. En revanche, cette solution va obliger le dépassement d'une solution à 28. Schématiquement, les personnes qui vont être débarquées dans ces centres, celles qui nécessitent l'asile, la protection internationale, vont être redistribuées dans les autres États membres de l'Union européenne. Certains y sont farouchement opposés, d'autres vont l'accepter. Donc ce sera une solution, pas à 28, mais à quelques États membres, comme l'a dit finalement la chancelière, qui va être mise en œuvre. Et dans ces conditions, qui serait chargé de l'examen des dossiers des migrants ? Est-ce que c'est dans l'intérêt du respect des droits des migrants ? De toutes les manières, si on est sur le territoire de l'Union européenne, le droit et le cadre juridique européen s'appliquera. Ensuite, de savoir qui va examiner les demandes d'asile, vraisemblablement qu'il s'agira dans un premier temps des autorités nationales qui seront détachées dans ces centres. Et ensuite, peut-être qu'une solution encore plus européenne, avec un office européen de l'asile qui serait chargé d'examiner les demandes, pourrait aussi être envisagée. Tout cela reste donc à déterminer. Vous restez avec nous, Yves Pascouot, on vous retrouve tout de suite. Avant d'aller plus loin, précisons quelques faits et chiffres du phénomène migratoire. On a tous en tête ces images de bateaux qui traversent la Méditerranée. Ces migrants viennent pour la plupart d'Afrique, de Guinée, du Soudan ou d'Érythrée. Mais il y a d'autres routes migratoires, celles qu'empruntent les Syriens et les Irakiens via la Turquie ou encore les routes terrestres que suivent les Afghans. Parmi ces migrants, tous ne sont pas des demandeurs d'asile. Alors petit rappel avec Aliénor Carrière. Depuis 2014, on vous parle de crise migratoire pour décrire l'arrivée de migrants venant de pays ravagés par la guerre, la corruption, le chômage. Depuis l'été 2015, ce flux s'est nettement intensifié. Pressée par l'Italie et la Grèce, soit les premiers concernés, la Commission européenne s'engage à répartir les demandeurs d'asile. C'est là qu'apparaissent les premières divisions entre pays membres.
D'un côté, il y a l'accueil solidaire et les belles paroles politiques. L'Allemagne est un pays fort, nous avons accompli tant de choses que nous y arriverons. De l'autre, il y a le refus net, à l'Est, de gouvernements populistes, voire xénophobes. Progressivement, les frontières se ferment, les migrants s'entassent dans la boue et sont violemment stoppés, comme ici à Idomeni, en Grèce. La répartition officielle voulue par l'UE a donc échoué, mais les pays, sur une base de volontariat, ont accueilli les réfugiés. Entre 2015 et 2017, la France a reçu environ 3 demandes d'asile pour 1000 habitants. Sur ces 3 demandes, elle n'en a accepté qu'une. Le taux est supérieur en Allemagne, pays qui a reçu près de 16 demandes, dont 11 ont été acceptées. Le mauvais élève de l'Europe, c'est la Hongrie, qui n'a accepté presque aucun réfugié. Officiellement, on estime que le nombre de demandeurs d'asile en Europe est de 3 millions. Mais les migrants dans leur ensemble seraient 4 fois plus, bien qu'il soit difficile de comptabiliser les clandestins. Aujourd'hui, le flot de réfugiés s'est tari. Et pour cause, à la demande des Européens, la Turquie et la Libye ont créé des camps pour leur empêcher l'accès au vieux continent. Une solution pansement en attendant de trouver un accord inespéré de répartition. Et on retrouve notre invité Yves Pascouot. Alors on vient de le voir, malgré toutes les politiques très restrictives, on ne peut pas arrêter les flux des migrants. Les gens viennent quoi qu'il arrive. Alors quelle serait la solution? Est-ce qu'il faudrait ouvrir les frontières? Ouvrir les frontières, ça peut être une solution si on l'envisage de manière réglementée et organisée. C'est tout simplement la question de l'immigration légale. Comment est-ce qu'on fait pour permettre à ces personnes d'accéder légalement sur le territoire de l'Union européenne, pas simplement au titre de l'asile, mais au titre de l'emploi, des études ou d'autres formes de migration? Alors, nous ne sommes plus dans une situation de crise migratoire. C'est une situation qui est là et qui est appelée à durer, à long terme. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Comment on réglemente concrètement? Alors, d'une part, vous faites bien de rappeler que nous ne sommes pas en crise migratoire compte tenu des chiffres qui sont là aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a la nécessité d'établir ce que les traités veulent, c'est-à-dire une politique commune de l'asile et de l'immigration. Et ceci passe par 3 éléments déterminants. Le premier élément, que les États membres comprennent une bonne fois pour toutes que la question doit être réglée au niveau européen. Il ne suffit pas de l'invoquer, il faut le faire. Deuxième élément, c'est désenclaver la question migratoire de son socle sécuritaire. Ce n'est pas simplement une question de ministre de l'Intérieur, c'est aussi une question de ministre des Affaires étrangères parce que le phénomène commence loin des frontières et c'est aussi une question qui relève de l'intégration. Et enfin, il faut fondamentalement avoir une vision à long terme. Il faut sortir de la logique court-termiste, souvent électorale, et poser les jalons d'une politique publique européenne qui prenne en considération ce phénomène dans sa durée. Alors, on entend souvent les politiques dire il faut aider les gens et les migrants dans les pays en voie de développement pour éviter qu'ils ne viennent chez nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ? Alors, je suis d'accord avec cette théorie, mais la manière dont elle est présentée est d'une certaine manière un peu hémiplégique. Oui, il faut évidemment aider les pays les plus pauvres et il faut aider ces populations à sortir de la pauvreté. Et ça, c'est l'objectif de la politique de développement. Sauf que toutes les études universitaires et scientifiques démontrent qu'une bonne politique de développement, en fait, crée un phénomène migratoire parce que justement, les personnes que l'on aide sortent de la pauvreté, ont un capital migratoire plus important et peuvent avoir aussi un capital intellectuel qui leur permet de rentrer dans un parcours migratoire. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on veut faire des bonnes politiques de développement, ce qu'il faut que nous fassions, il faut qu'elles soient accompagnées aussi de politiques d'immigration légale, c'est-à-dire qu'on permette légalement, avec des visas de travail, avec des visas d'études, à ces personnes de rentrer dans un parcours migratoire, d'aller et de venir. Et si on fait ça, alors on arrivera effectivement à dénouer le nœud qui existe aujourd'hui, qui est focalisé sur la question du contrôle des frontières et de la limitation des migrations. Or, ce phénomène-là est un phénomène qui est lié à la mondialisation et qui signifie l'irréversibilité finalement de la mobilité humaine à l'avenir. Yves Pascouot, je vous remercie pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université de Nantes.